Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. C'est un plaisir de venir dans une nouvelle vidéo vous parler des géopolitiques et des géostratégies. Donc si vous êtes sur cette plateforme, vous êtes à la bonne place. Donc nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler de la colère de Macron. Le président français Macron est très en colère, très en colère, ainsi que la France et l'Union européenne. Pourquoi sont-ils en colère? Comment sont-ils en colère? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, installez-vous confortablement et vous connaissez la chanson. Mettez le diable de pouce, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, n'oubliez pas, pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. Nous disons que le président Macron est très en colère, très en colère. Et d'où provient sa colère? Sa colère provient du fait que il n'est plus associé aux affaires du monde. Oui, ils se sont donné un rôle qui n'était pas nécessairement celui qui... Ils se sont donné un rôle qui n'était pas plus important que celui des États-Unis. Voilà, donc ils se sont donné ce rôle de gendarme, particulièrement de l'Afrique. Et maintenant, ils se voient essayer d'être dépouillés de tout ce rôle. On passe au-dessus de leur tête pour parler des questions de l'Europe. Donc, le président est en colère. La France aussi est en colère de savoir qu'est-ce qui se passe, que les Français ne sont plus associés aux affaires du monde. Les pourparlers par-ci, les pourparlers par-là. Et la France n'est même pas invitée. Et dans l'ensemble, l'Europe est en colère. L'Europe est en colère parce qu'on ne considère plus l'Europe. Nous faisions une vidéo la semaine passée pour parler de la descente de l'Europe, la chute de l'Europe. Parce que l'Europe, que vaut encore l'Europe sur l'échiquier mondial, à l'échelle du monde? Alors que pendant 6 siècles, c'est eux qui ont dominé toute l'organisation politique, sociale et des valeurs qu'ils étaient toujours en train de promettre pour être en tête. Ils construisaient des choses pour être toujours en tête de tout ce qu'on avait à faire, l'être humain au niveau global qu'au niveau individuel. Donc maintenant, ils sont en colère. Et quand a commencé la colère? La colère a commencé avec l'élection du président Trump, oui. La nouvelle administration américaine faisait déjà parler d'elle en Europe et en France. Et on se disait qu'il n'allait pas être élu. Premier choc, il a été réélu. Et les opposants à son régime, ou les mondialistes, il faut dire, puisque ce sont eux les opposants, les mondialistes ont commencé à se retourner les pouces pour savoir comment est-ce qu'ils vont faire. Et on l'a observé faire. Il a eu une sortie après son élection à Paris pour inaugurer la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bon, nous rappelons ici que c'est un fervent chrétien, dans le sens de ce terme, dans le sens le plus simple. Ben, de retour, rien ne s'est passé. Après qu'on a programmé le 20 janvier l'investiture du pouvoir, on s'est rendu compte que le président Macron n'était pas invité. Ainsi, toute la classe politique française n'était pas invitée. Toute la classe politique européenne n'était pas invitée. On a plutôt choisi les petits partis de droite, comme en France, Zemmour et une autre dame. On les a choisis parce que ce sont eux qui représentent l'extrême droite, si on peut appeler l'extrême droite ou la droite contre l'immigration, le mouvement des personnes et des biens. Voilà. Donc, ils ont été invités et depuis là, ça fait plus de vagues. Les décisions qu'on prend au niveau global, par exemple l'annexion du Panama, du Canada, de Groenland, ainsi de suite, on n'a plus vu le président français parler. L'Union européenne n'est plus invitée dans les débats. Ben, ce qui fait mouche maintenant, ce qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le fait que les négociations concernant un pays d'Europe en guerre ont déclenché, ont commencé, et l'Europe n'a pas été associée. Oui, les deux grands présidents ont décidé de se rencontrer. Nous leur disons bravo. Bravo d'abord même à l'Arabie Saoudite qui a accepté d'abriter ce sommet. Parce que l'Arabie Saoudite fait encore un pas de plus dans la cour des grands. Quand elle organisait les combats de boxe ou de sport tout récemment, on disait que ça avait des enjeux géopolitiques. Mais maintenant, voilà un enjeu réellement politique. Accueillir un sommet d'une telle envergure, c'est très important. C'est très important. Parce que là, ça rehausse son image sur le plan international. Donc nous le disons bravo. Mais nous disons bravo au président Trump qui a pris l'initiative de pouvoir rencontrer Poutine. Il avait promis qu'il devait faire finir cette guerre le plus tôt possible. Même s'il a traîné et que ses opposants sont dessus, qu'il avait dit qu'il avait fini la guerre en 48 heures. Mais nous disons également bravo à Poutine qui a accepté de se déplacer. Oui, il a accepté de se déplacer alors qu'il est sous un mandat d'arrêt. Donc pour le faire, c'est sûr qu'on a donné beaucoup de garanties. Quelles sont ces garanties? D'abord que le président Karim Khan, la Cour pénale internationale, est
a maintenant un double mandat d'arrêt, puisque la Russie le cherchait déjà quand il avait lancé le double d'arrêt contre Poutine. Maintenant, c'est Trump qui lui veut le chercher parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites derrière la Cour pénale internationale. Il y a des gens qui ont été condamnés et jugés injustement, délivrés sans compensation, comme la plupart des Africains. Nous avons parlé de Touma Lubanga, nous avons parlé de Jean-Pierre Bemba, nous avons parlé de Barbeau. Donc voilà tous ces gens qui ont été pris et qui peuvent rassurer Poutine, qui peut se déplacer sans problème. Et ils sont rencontrés et l'Europe commence à parler. Pourquoi ils sont associés, pourquoi ils ne sont pas. Et la réponse de Trump a été cinglante et claire. Ces discours ou ces réponses ne prêtent pas à confusion. Il dit ceci notamment à Macron, qui se plaint qu'ils n'ont pas été associés aux négociations sur l'Ukraine. Il dit ici, vous avez eu 3 ans pendant ce temps qu'elle a duré la guerre pour faire la paix, vous n'avez pas pu le faire. Donc on ne peut pas négocier avec vous. Pour vous, c'est l'option de la guerre. Moi, je ne suis pas pour la guerre, donc je préfère aller négocier. Je ne peux pas m'asseoir sur une table avec des gens qui sont pour la guerre alors que je ne suis pas pour la guerre. Voilà le premier argument qu'il donne. Et c'est très vrai. Le deuxième argument, c'est que dès qu'il a pris le pouvoir, il a rencontré Zelensky. Ben, Zelensky le rencontrait pour vouloir augmenter les prébendes de la guerre, augmenter le matériel de la guerre, augmenter l'argent pour la guerre. Donc Zelensky même était pour la guerre. Donc il a dit qu'il ne peut pas négocier avec eux. Donc il a mis Zelensky de côté, il a mis toute l'Europe de côté. Et puis il va partir directement discuter. Nous leur disons bravo pour la marche de la paix. Si les deux présidents sont les deux présidents de la paix, nous entrons dans une phase de paix au niveau mondial. Et nous leur disons bravo pour cela. Si vous avez admiré cette analyse que nous avons commencé, nous avons encore revenu dans les détails pour vous dire ce qui a été dit. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À tantôt.